Au réveil, l'atmosphère est déjà lourde chez Patrick et Babette. Le silence entre eux n'a plus rien d'apaisant, il ressemble à cette tension qui précède une explosion. Babette observe son mari avec une colère mêlée de blessures, tandis que Patrick comprend immédiatement que les explications vagues données jusque-là ne suffiront plus à contenir les soupçons qui rongent leur couple. Babette ne cherche d'ailleurs plus à masquer ce qu'elle pense. Pour elle, les signes sont devenus trop nombreux, trop précis, trop troublants. Elle a vu Patrick sur le palier avec Sonia, elle a entendu suffisamment de choses pour bâtir sa propre certitude. Le regard planté dans celui de son mari, elle finit par lui lancer brutalement « Assume que tu me trompes avec cette nana ». Patrick encaisse l'accusation sans pouvoir opposer l'unique réponse qui pourrait réellement sauver leur relation. Ce que Babette ignore, c'est qu'il ne protège pas une liaison sentimentale, mais une opération secrète dont les enjeux dépassent largement leur vie conjugale. Pourtant, révéler la vérité lui est impossible. Chaque mot prononcé trop vite pourrait compromettre sa couverture et mettre plusieurs personnes en danger. Il tente donc de rester calme, même si son impuissance devient presque douloureuse. Patrick sait parfaitement ce que son silence provoque chez Babette, plus il refuse de s'expliquer, plus il donne l'impression d'avoir quelque chose de honteux à cacher. Il lui demande seulement de croire en lui. « Je ne peux pas t'en dire plus, mais j'ai vraiment besoin que tu me fasses confiance. » Cette demande, pourtant sincère, ne fait qu'accentuer le malaise. Pour Babette, faire confiance à Patrick signifie désormais accepter sans preuve une situation qui ressemble précisément à une trahison. Elle se retrouve prise entre l'amour qu'elle éprouve encore pour son mari et cette impression insupportable d'être tenue à l'écart de sa propre histoire. Patrick, lui, voit leur couple vaciller sans pouvoir le retenir. Dans le même temps, une autre scène permet de comprendre le véritable danger auquel Patrick est confronté. Dans un souvenir récent, il apparaît face à la mystérieuse femme rencontrée lors de sa mission. L'échange était tendu, chaque parole pouvant trahir son identité réelle. Pourtant, Patrick avait réussi à maîtriser son inquiétude et surtout à convaincre cette inconnue qu'elle pouvait lui accorder sa confiance. Pour les agents de la DGSE qui suivent l'opération, cette étape représente un soulagement considérable. Patrick a traversé son premier véritable test sans être démasqué. Surtout, les renseignements recueillis permettent enfin de mettre un nom sur cette femme, Tamara Kadine. Derrière cette identité se dessine immédiatement un profil inquiétant, bien loin d'une simple relation que Babette pourrait imaginer sentimentale. Tamara est géorgienne et aurait travaillé pour le gouvernement de son pays. Mais son parcours semble surtout lié à des activités beaucoup plus dangereuses. Elle est présentée comme une mercenaire, une femme habituée aux situations où la confiance, l'argent et la survie se négocient ensemble. Les agents comprennent également qu'elle possède un lien direct avec Sam Ferry et le réseau qu'il cherche à éclaircir. Sam Ferry aurait notamment vendu des informations concernant des agents secrets, faisant de Tamara une pièce essentielle d'un mécanisme dont Patrick ne connaît encore qu'une partie. Cette découverte donne une autre dimension à sa mission. Derrière les mensonges imposés à Babette ne se cache donc aucune aventure amoureuse, mais un face-à-face où la moindre erreur pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves qu'une crise conjugale. Pendant ce temps, loin de ses secrets, Aya et Zoé profitent d'une journée qui devait être beaucoup plus légère. Les deux amis ont décidé de se rendre à la plage en scooter. Mais avant même leur départ, Jawad les retient quelques instants. Son attitude protectrice contraste avec leur envie de partir rapidement. Il veut s'assurer qu'aucun détail de sécurité n'a été négligé. Jawad examine d'abord leur casque avec une attention presque excessive, puis insiste pour qu'elles portent également des gants. Aya et Zoé pourraient trouver ces précautions encombrantes, mais il ne transige pas. Pour lui, prendre la route exige quelques règles élémentaires. Une fois rassurés, il les laisse enfin partir, tandis que les deux jeunes femmes rejoignent la plage sans imaginer ce qui les attend ensuite. Après la baignade, l'insouciance disparaît brutalement. Alors qu'Aya et Zoé s'apprêtent simplement à reprendre le scooter pour rentrer, elles assistent impuissantes à son vol. Tout se déroule sous leurs yeux, avec cette rapidité qui ne laisse même pas le temps de comprendre. Quelques secondes suffisent pour transformer leur journée à la plage en une situation beaucoup plus tendue. Zoé ne perd cependant pas de temps. Elle se rend immédiatement au commissariat afin de déposer plainte. L'ironie de la situation apparaît lorsqu'elle découvre la personne chargée de recueillir sa déposition, Stanislas. Le policier connaît particulièrement bien le véhicule disparu, puisqu'il en était lui-même le propriétaire avant de le vendre. Ce détail inattendu va rapidement devenir un avantage pour l'enquête. Stanislas se souvient en effet d'une particularité qu'il avait complètement oubliée lors de la vente. Une puce de géolocalisation est toujours installée sur le scooter. Grâce à elle, il peut suivre son signal et constater que le véhicule ne se trouve déjà plus à proximité immédiate.
Le scooter borne désormais à plusieurs kilomètres de Marseille, donnant à Zoé un premier espoir de le retrouver. À Massalia, une autre curiosité commence parallèlement à prendre de l'ampleur. Myrtha surprend Maxine à l'intérieur de son bureau, occupée à fouiller dans un espace où elle n'a normalement aucune raison de se trouver. L'apparition de Myrtha interrompt immédiatement ses recherches. Face à son regard méfiant, Maxine tente de désamorcer la situation en donnant une explication apparemment banale. Elle affirme simplement chercher un appareil capable de scanner ses documents. Mais Myrtha n'apprécie guère la méthode employée. Que Maxine ait réellement besoin d'un scanner ne change rien à ses yeux, ce bureau reste privé. Elle lui rappelle clairement les limites à ne pas franchir et comprend qu'elle devra peut-être être plus ferme pour faire sortir la jeune femme de cet espace réservé. C'est alors que Myrtha appelle Steve en renfort, espérant visiblement qu'il l'aidera à remettre Maxine à sa place. Pourtant, l'intervention ne produit pas l'effet attendu. Loin de la chasser ou de lui faire la morale, Steve s'intéresse à son problème et choisit de l'aider. Cette bienveillance inattendue permet à Maxine de poursuivre ses démarches, mais rapproche aussi dangereusement Steve de ses secrets. Sans encore le savoir, il vient en effet d'ouvrir une porte derrière laquelle se cache une vérité que Maxine n'a jamais formulée clairement. Entre les bulletins de salaire, les documents administratifs et les incohérences qui commencent à apparaître, son histoire personnelle semble moins simple qu'elle le prétend. Et bientôt, un détail inscrit noir sur blanc va faire vaciller jusqu'au prénom sous lequel tous la connaissent. À Massalia, Steve ne se doute pas encore que son geste d'entraide va lui permettre de découvrir une facette totalement inattendue de Maxine. Il récupère les documents qu'elle cherche à remettre en ordre et commence à s'occuper de ses bulletins de salaire. Certains sont froissés, presque malmenés, comme si leur propriétaire avait voulu les conserver sans vraiment prendre soin de ce qu'ils pouvaient révéler. C'est précisément dans cette situation qu'Apolline apparaît. Elle surprend Steve occupé à défroisser soigneusement plusieurs fiches de paye et, immédiatement, sa curiosité s'éveille. Elle lui demande ce qu'il fabrique avec ces papiers qui ne lui appartiennent manifestement pas. Steve reste évasif. Il refuse d'entrer dans les détails, comme s'il voulait protéger Maxine d'une indiscrétion qui ne regarde personne d'autre. Mais cette discrétion produit exactement l'effet inverse sur Apolline. Plus Steve évite de répondre, plus elle comprend qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ces documents. Son regard se pose alors sur les fiches de salaire. Quelques informations suffisent pour attirer son attention. Elle découvre notamment que Maxine semble venir d'un environnement bien différent de l'image qu'elle donne depuis son arrivée à Massalia. Les documents indiquent en effet une origine liée à un quartier particulièrement aisé. Ce détail paraît presque contradictoire avec la situation actuelle de Maxine, ses démarches administratives et cette manière qu'elle a de vivre comme si elle devait constamment improviser. Apolline ne se contente donc pas d'une première lecture. Elle examine plus attentivement les papiers, persuadée qu'ils peuvent encore cacher quelque chose d'essentiel. C'est alors qu'un élément beaucoup plus troublant lui saute aux yeux. Le prénom inscrit sur les documents n'est pas Maxine. Noir sur blanc apparaît une identité totalement différente, Marie Hildegarde. Pendant quelques secondes, cette découverte semble presque irréelle. Il ne s'agit plus d'une simple imprécision administrative ou d'une adresse surprenante. La jeune femme que Steve croit connaître utilise manifestement un autre prénom. Steve tombe des nues. Jusqu'à cet instant, il avait pris Maxine comme elle se présentait, sans vraiment chercher à savoir ce qui pouvait se cacher derrière son attitude spontanée et ses habitudes parfois déroutantes. Désormais, une question devient impossible à éviter. Pourquoi se fait-elle appeler Maxine si ses papiers officiels indiquent Marie Hildegarde ? Derrière cette différence d'identité se dessine soudain tout un mystère. Pour autant, aucun élément ne permet encore de comprendre les raisons de ce choix. Maxine n'a rien expliqué, et Steve ne possède que quelques feuilles devant lui. Mais cette révélation modifie forcément son regard. Les comportements qu'il trouvait jusque-là simplement originaux prennent une autre couleur. Même sa présence dans le bureau de Myrtha, officiellement motivée par la recherche d'un scanner, semble désormais entourée d'un voile supplémentaire d'incertitude. Pendant ce temps, la situation de Patrick devient beaucoup plus grave. Après l'affrontement du matin avec Babette, il n'a pas le luxe de se consacrer à sa vie privée. La mission continue, et chaque nouvelle étape l'oblige à s'enfoncer davantage dans ce double rôle qui menace déjà son couple. Il retrouve Sonia dans l'appartement afin de faire précisément le point sur ce qui l'attend. Face à sa supérieure, Patrick ne cache pas l'urgence. Il doit revoir Tamara dans l'après-midi. Cette rencontre n'est pas facultative et ne peut pas être repoussée sans éveiller les soupçons de la mercenaire. Tamara attend surtout quelque chose de concret, des documents que Patrick doit absolument avoir en sa possession lorsqu'il se présentera devant elle. Sans eux, toute sa crédibilité pourrait s'effondrer brutalement. Le danger n'a alors plus rien d'abstrait. Patrick sait que s'il arrive les mains vides,
Tamara ne se contentera probablement pas d'être déçue. Dans cet univers où il tente de se faire passer pour un autre homme, une incohérence peut suffire à faire tomber le masque. Il confie à Sonia que sans les documents réclamés, il pourrait tout simplement mourir lors de cette rencontre. Cette réalité rend encore plus cruelle la crise qui l'oppose à Babette. Chez lui, son silence ressemble à celui d'un mari infidèle. Dans le cadre de l'opération, ce même silence est pourtant ce qui protège sa couverture et peut-être sa vie. Patrick avance ainsi sur une ligne extrêmement étroite, incapable de rassurer la femme qu'il aime sans mettre en péril la mission dont il porte désormais le poids. De son côté, Babette ne parvient plus à supporter cette ambiguïté. Elle retrouve Luna et lui raconte la crise qui traverse son couple. Elle expose ses soupçons, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu et surtout cette sensation persistante que Patrick lui cache une relation. À ses yeux, tous les éléments convergent vers Sonia, cette femme autour de laquelle son mari entretient un secret incompréhensible. Luna réagit pourtant d'une manière que Babette n'attendait pas. Au lieu d'alimenter sa colère ou de confirmer ses soupçons, elle prend plutôt la défense de Patrick. Cette position oblige Babette à entendre une possibilité qu'elle n'a plus vraiment envie d'envisager. Patrick pourrait effectivement lui cacher quelque chose sans forcément la tromper. Mais la confiance, déjà sérieusement abîmée, ne se reconstruit pas avec une simple hypothèse. Babette refuse donc de rester enfermée dans le doute. Puisque Patrick ne lui apporte aucune réponse vérifiable, elle décide d'en chercher elle-même. Son idée est simple, suivre Patrick et Sonia afin de les surprendre en flagrant délit. Dans son esprit, une confrontation directe vaut mieux que cette attente interminable où chaque silence nourrit une nouvelle blessure. Elle veut désormais savoir, même si la vérité doit faire mal. Mais son plan est brusquement interrompu lorsqu'une alerte apparaît. Raphaël n'est plus à la maison. En quelques secondes, les soupçons conjugaux passent derrière une inquiétude bien plus instinctive. Babette se retrouve immédiatement paniquée et consulte le bornage permettant de suivre sa localisation. Elle ne sait pas encore que ce signal va l'entraîner exactement vers l'endroit où elle ne devrait surtout pas se trouver. La géolocalisation la conduit jusqu'à un centre nautique. Lorsqu'elle arrive sur place, Babette cherche d'abord Raphaël, mais son regard est bientôt attiré par une silhouette qu'elle reconnaîtrait entre mille. Patrick est là. Seulement, quelque chose a changé. Il porte un nouveau costume, une tenue qui semble encore renforcer l'impression qu'il mène une existence dont elle ne connaît absolument plus les règles. Babette le voit entrer dans un bar-restaurant du centre. À cet instant, tout ce qu'elle imaginait depuis le matin revient avec une force nouvelle. Patrick n'est pas simplement absent ou occupé par une mystérieuse obligation professionnelle. Il se trouve dans un lieu où elle ne s'attendait pas à le voir, vêtu différemment, au cœur d'une situation qui lui a soigneusement cachée. Elle ignore encore que derrière les portes de cet établissement, Patrick s'apprête à retrouver Tamara Kadine et que cette rencontre pourrait décider de sa survie. Pour Babette, l'image est beaucoup plus simple et beaucoup plus douloureuse. Son mari lui a demandé de lui faire confiance, puis il a disparu dans un endroit où elle découvre qu'il semble mener une vie parallèle. Babette reste quelques instants à distance, incapable de quitter Patrick des yeux. Le costume qu'il porte, l'assurance avec laquelle il entre dans le bar-restaurant et surtout le mystère entourant sa présence ici nourrissent immédiatement le scénario qu'elle redoute. Tout paraît confirmer qu'il lui cache quelque chose d'important, et son besoin de comprendre devient désormais plus fort que sa prudence. Elle tente d'abord d'entrer normalement dans l'établissement, mais un vigile lui barre le passage. Babette affirme chercher Patrick Nebou, convaincue que son nom suffira à justifier sa présence. La réponse tombe pourtant comme une nouvelle anomalie. Aucun Patrick Nebou ne figure sur la liste des invités. Pour elle, ce détail ne fait qu'aggraver une situation déjà incompréhensible. Patrick lui a demandé de lui faire confiance, mais l'homme qu'elle suit ne semble même plus exister sous son propre nom dans cet endroit. Babette ressent alors cette impression vertigineuse de découvrir progressivement une vie parallèle. Ce n'est plus seulement Sonia, ce n'est plus seulement une conversation entendue sur un palier, tout ce qu'elle voit paraît organisé pour lui échapper. Le vigile refuse toujours de la laisser passer. Pourtant, Babette n'a plus l'intention de repartir sans réponse. La peur, la jalousie et l'inquiétude se confondent désormais dans son esprit. Elle cherche une occasion, observe les mouvements autour de l'entrée et finit par réussir à se glisser à l'intérieur du restaurant sans attirer suffisamment l'attention pour être arrêtée. À quelques mètres de là, Patrick ignore totalement que sa femme vient de franchir cette porte. Toute son attention est tournée vers Tamara Kadine. Pour lui, cette rencontre constitue une étape décisive. Il doit maintenir sa couverture, conserver la confiance de cette femme et surtout répondre à ses attentes sans laisser apparaître la moindre hésitation susceptible de dévoiler son identité réelle. Tamara n'est pas une inconnue ordinaire que l'on pourrait tromper avec quelques réponses improvisées.
Les informations dont dispose la DGSE la présentent comme une femme expérimentée, liée à un environnement où la méfiance peut être une condition de survie. Patrick sait donc que chacun de ses gestes peut être interprété, chaque silence analysé, chaque incohérence transformée en accusation. La pression liée aux documents qu'elle réclame reste particulièrement forte. Quelques heures plus tôt, Patrick expliquait à Sonia qu'il devait absolument les obtenir avant cette rencontre. Cette exigence pèse maintenant sur lui pendant qu'il joue son personnage avec le plus grand naturel possible. Le contraste est saisissant. Extérieurement, il doit paraître calme. Intérieurement, il connaît parfaitement le danger. Pendant ce temps, Babette avance dans le restaurant, cherchant Patrick au milieu des clients. Son cœur bat plus vite à chaque pas. Une partie d'elle espère encore découvrir une explication qui rendrait ses soupçons absurdes. Mais une autre partie se prépare déjà au pire, persuadée que l'image qu'elle va trouver devant elle pourrait définitivement briser quelque chose dans son couple. Et puis elle le voit. Patrick est bien là, installé avec une femme que Babette ne connaît pas. Ce n'est même pas Sonia, celle qu'elle avait jusque-là placée au centre de toutes ces accusations. Cet inconnu ouvre immédiatement une nouvelle blessure. Si Sonia n'était pas la seule, alors que doit-elle comprendre de tout ce que Patrick lui cache? À cet instant, Babette ne peut naturellement pas savoir que la femme assise devant son mari est Tamara Kadine. Elle ignore son passé, son statut de mercenaire, son lien avec Sam Ferry et surtout la menace qu'elle représente pour Patrick. Son regard ne dispose que d'une lecture intime de la scène. Elle voit son mari rencontrer secrètement une nouvelle femme après lui avoir refusé toute explication. Cette vision transforme brutalement les doutes du matin en une impression de preuve. Les mots de Patrick reviennent pourtant à son esprit. Il lui avait demandé de lui faire confiance, affirmant seulement qu'il ne pouvait pas lui en dire davantage. Babette mesure maintenant toute l'ambiguïté de cette phrase. Était-ce une demande sincère ou une manière habile de lui faire accepter ses mensonges? De son côté, Patrick poursuit la rencontre sans se douter que la personne dont il cherchait précisément à protéger la sécurité se trouve maintenant au cœur même de l'opération. C'est là toute l'ironie tragique de la situation. Il a menti à Babette pour l'éloigner du danger, mais ses mensonges l'ont poussé à le suivre jusqu'à Tamara. Dans le même temps, le mystère entourant Maxine continue de travailler Steve. Le prénom de Marie-Hildegarde reste inscrit dans son esprit comme une question sans réponse. Il ne s'attendait pas à tomber sur une différence aussi fondamentale en voulant simplement l'aider. Ce qui ressemblait à quelques formalités administratives révèle maintenant une identité que Maxine n'avait jamais présentée à son entourage. Apolline, elle aussi, comprend immédiatement que cette découverte mérite une explication. Les fiches de paye ne révèlent pas seulement un prénom différent. Elles suggèrent également un milieu d'origine beaucoup plus favorisé que celui auquel on aurait spontanément associé Maxine. Tous ces éléments dessinent une contradiction qui rend la jeune femme encore plus difficile à cerner. Steve ne dispose cependant d'aucune preuve permettant d'accuser Maxine de quoi que ce soit. Une personne peut utiliser un prénom différent pour de nombreuses raisons, et les documents ne racontent jamais une existence entière. Mais le simple fait qu'elle ne lui ait rien dit crée une distance nouvelle. Pour la première fois, il se demande réellement qui se cache derrière la personnalité qu'elle lui montre. Myrta, de son côté, avait déjà ressenti un malaise avant même cette découverte. En surprenant Maxine dans son bureau, elle avait immédiatement rappelé que certains espaces n'étaient pas accessibles librement. L'explication du scanner pouvait être parfaitement vraie, mais son instinct lui commandait de rester vigilante. Désormais, les informations trouvées par Steve et Apolline donnent involontairement davantage de poids à cette prudence. Pendant ce temps, la mésaventure de Zoé et Aya prend une tournure presque paradoxale. Le scooter a été volé sous leurs yeux, mais l'oubli de Stanislas devient leur meilleur atout. Cette puce de géolocalisation qu'ils n'avaient jamais retirée permet de suivre le déplacement du véhicule, alors même que les voleuses ne pouvaient évidemment pas prévoir qu'elle resterait ainsi traçable. Pour Zoé, la situation demeure malgré tout très tendue. Une journée qui devait être consacrée à la plage vient de se transformer en plainte pour vol, avec un véhicule déjà repéré à plusieurs kilomètres de Marseille. Elle doit désormais patienter pendant que les informations fournies par la géolocalisation permettent de comprendre jusqu'où le scooter a été emmené. La présence de Stanislas ajoute une dimension particulière à cette affaire. Comme ancien propriétaire, il connaît le scooter autrement qu'un policier recevant une simple plainte. Le hasard place donc Zoé face à l'une des rares personnes capables de fournir immédiatement un élément technique utile. Là encore, un détail oublié devient soudain essentiel au moment où tout semble avoir échappé à son contrôle. Mais le véritable danger reste ailleurs. Dans le restaurant du centre nautique, deux réalités sont maintenant sur le point de se heurter. Patrick pense encore pouvoir maintenir séparée sa mission et sa vie familiale.
Babette, elle, vient d'entrer précisément dans l'espace où cette séparation devait être absolue. Entre eux se trouve Tamara, qui ne doit surtout pas comprendre qui Patrick est réellement. Babette observe encore la scène sans posséder les clés nécessaires pour l'interpréter. Elle voit Patrick, son costume, cette femme inconnue et tous les mensonges accumulés. Elle ignore qu'en cherchant simplement une réponse sur son mariage, elle s'approche dangereusement d'un secret bien plus vaste. Et Patrick, sans même tourner la tête, se trouve désormais à quelques instants d'être démasqué par celle qu'il voulait protéger. Dans le restaurant du centre nautique, Babette reste figée quelques secondes, presque incapable d'avancer davantage. Tout ce qu'elle redoutait semble soudain prendre forme devant elle. Patrick est là, assis avec une inconnue, dans une tenue qu'elle ne lui connaissait pas, au cœur d'un rendez-vous auquel son propre nom ne permettait même pas d'accéder. La douleur qui monte en elle n'est plus seulement celle de la jalousie. Elle a surtout l'impression d'avoir été tenue volontairement à distance d'une partie entière de la vie de son mari. Depuis le matin, Patrick lui répète qu'il faut lui faire confiance, mais chaque nouvel élément qu'elle découvre semble rendre cette confiance plus difficile encore. Elle pense naturellement à Sonia, celle qu'elle soupçonnait depuis le début. Pourtant, la femme assise en face de Patrick n'est pas Sonia. Cette simple constatation suffit à faire vaciller encore davantage ses certitudes. Si elle s'est trompée sur l'identité de la prétendue maîtresse, cela ne signifie pas forcément qu'elle s'est trompée sur le mensonge lui-même. À quelques mètres, Patrick poursuit son échange avec Tamara en essayant de contrôler chaque détail. Il sait que la mercenaire n'est pas du genre à accorder sa confiance définitivement. Le fait de l'avoir convaincue une première fois ne garantit rien. Dans une opération de cette nature, une couverture peut tenir pendant des heures avant de s'écrouler en quelques secondes. Son esprit reste fixé sur les documents qu'elle réclame. Leur importance est telle que Patrick a déjà admis à Sonia qu'il pourrait y laisser la vie s'il ne répond pas à cette exigence. Il doit donc paraître sûr de lui, presque détaché, alors qu'il évolue précisément dans une situation où la moindre faille peut devenir fatale. Ce que Patrick ignore encore rend pourtant le danger bien plus grand. Babette se trouve désormais dans la même pièce que Tamara. Celle qu'il cherche à protéger de cette mission vient d'entrer au cœur de son dispositif clandestin, guidée par un enchaînement de soupçons, de jalousie et de géolocalisation. La frontière entre sa vie privée et son infiltration vient pratiquement de disparaître. S'il apercevait Babette, Patrick comprendrait immédiatement l'ampleur de la catastrophe. Une réaction trop familière devant Tamara pourrait révéler leur lien. Un simple mouvement de surprise, un regard prolongé ou une tentative trop pressante de la faire partir pourrait suffire à attirer l'attention. Pourtant, continuer à jouer son rôle en ignorant sa femme serait tout aussi cruel. Babette, elle, ne raisonne évidemment pas en termes de couverture, de DGSE ou de mercenaires. Elle observe seulement un mari qui semble avoir changé d'identité, de vêtements et d'entourage. Son esprit tente de relier tous les indices trouvés depuis plusieurs jours. Et plus elle cherche une explication logique, plus elle s'enferme dans la conviction qu'on lui cache délibérément la vérité. Pendant ce temps, à Massalia, Steve n'a toujours pas oublié le nom découvert sur les documents de Maxine. Marie Hildegarde. 2 mots suffisent à remettre en cause tout ce qu'il croyait évident. Maxine lui avait donné une identité simple à accepter, mais les fiches de salaire racontent une autre histoire, provenant manifestement d'un milieu beaucoup plus favorisé. Apolline partage son étonnement, mais elle possède aussi cette curiosité qui la pousse à regarder au-delà de la première anomalie. Le contraste entre le quartier riche mentionné dans les papiers et la façon dont Maxine vit aujourd'hui devient particulièrement intrigant. Rien ne permet d'affirmer qu'elle ment sur tout, mais il devient évident qu'elle n'a pas raconté toute son histoire. Steve, lui, pourrait presque regretter d'avoir accepté de l'aider. Son geste était spontané, sans arrière-pensée. Il voulait simplement faciliter les démarches de Maxine. À présent, il se retrouve dépositaire malgré lui d'un secret qu'elle ne lui a jamais confié. Il ne sait pas encore s'il doit considérer cette découverte comme une trahison ou comme une partie de sa vie privée. Cette hésitation est importante, car Maxine ne leur a donné aucune explication. Son vrai prénom, Marie Hildegarde, peut cacher une rupture familiale, un choix personnel ou quelque chose de beaucoup plus complexe. Steve n'a aucune certitude. Il possède seulement des documents officiels qui prouvent qu'il connaît la jeune femme sous un nom différent de celui inscrit sur ses papiers. De son côté, Myrta n'a pas besoin de connaître encore cette révélation pour maintenir sa prudence. Elle avait déjà mal vécu le fait de surprendre Maxine en train de fouiller dans son bureau. À ses yeux, franchir les limites d'un espace privé sans autorisation n'est pas un détail. Cette intrusion nourrit une méfiance que l'attitude désinvolte de Maxine ne suffit pas à calmer. Dans le même temps, Zoé et Aya restent confrontées aux conséquences du vol du scooter.
Le signal de géolocalisation constitue leur seul véritable avantage. Grâce à la puce oubliée par Stanislas, le véhicule n'a pas complètement disparu dans la nature. Il laisse derrière lui une trace invisible, suffisamment précise pour montrer qu'il s'est éloigné de Marseille. Zoé mesure probablement toute l'ironie de la situation. Sans cet oubli de Stanislas, elle se serait retrouvée avec une simple plainte et très peu d'éléments immédiats. Maintenant, le propriétaire précédent devient involontairement celui qui fournit le meilleur indice. Le scooter a changé de main, mais une partie de son ancienne vie continue encore à parler pour lui. Aya, quant à elle, partage cette tension après une journée qui avait commencé avec une légèreté presque banale. Quelques heures plus tôt, Jawad leur rappelait seulement de porter un casque et des gants. Ces précautions concernaient la route, les chutes possibles, les risques ordinaires. Personne n'aurait imaginé qu'elle terminerait la journée à chercher un véhicule volé. Le contraste entre ces intrigues devient de plus en plus frappant. Zoé tente de retrouver un scooter, Steve essaie de comprendre qui est réellement Maxine, tandis que Babette cherche à savoir qui est encore l'homme avec lequel elle partage sa vie. Dans chaque cas, une apparence familière se fissure et laisse apparaître une réalité inattendue. Mais pour Patrick, cette fissure peut avoir des conséquences autrement plus graves. Son mensonge n'est pas destiné à protéger une aventure clandestine ou un caprice personnel. Il sert à maintenir une mission dont Tamara est l'un des éléments centraux. Pourtant, pour Babette, cette distinction demeure impossible tant qu'elle ne connaît pas la vérité. Elle reste donc dans le restaurant, observant cette femme inconnue près de Patrick et cherchant mentalement le moment où tout aurait pu commencer à lui échapper. Le changement de comportement de son mari, Sonia, les secrets, le costume, l'absence de son nom à l'entrée, tous ces détails s'accumulent jusqu'à former un récit qui lui paraît désormais presque irréfutable. À cet instant, Patrick est ainsi pris au piège entre deux menaces radicalement différentes. Devant lui, Tamara peut mettre fin à son infiltration si elle découvre qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Derrière lui, Babette peut mettre fin à leur confiance si elle continue à croire qu'il mène volontairement une double vie. Et sans encore le savoir, Babette vient peut-être de devenir le facteur le plus imprévisible de toute cette opération. Elle était venue chercher une vérité sur son mariage. Elle se retrouve maintenant à quelques pas d'un secret d'État, face à un Patrick qui ne peut ni lui expliquer la situation ni laisser Tamara comprendre qui elle représente réellement pour lui. Le piège qui se referme autour de Patrick tient désormais à une contradiction presque impossible à résoudre. Plus il protège sa couverture, plus il détruit la confiance de Babette. Plus il cherche à préserver sa famille du danger, plus il donne à sa femme l'impression de l'exclure volontairement. Dans le restaurant, cette mécanique atteint son point le plus fragile. Babette ne possède aucune des informations qui permettraient de remettre la scène dans son véritable contexte. Elle ne sait pas que Tamara Kadine est une mercenaire géorgienne, qu'elle a travaillé pour son gouvernement ni qu'elle aurait obtenu des informations vendues par Sam Ferry. Elle ignore surtout que Patrick risque sa vie s'il commet la moindre erreur devant elle. Ce que Babette voit est beaucoup plus simple et donc beaucoup plus brutal. Son mari, déjà soupçonné d'entretenir une relation secrète avec Sonia, se trouve maintenant avec une autre femme dans un établissement où aucun Patrick Nebou n'est officiellement attendu. Toutes les pièces semblent s'assembler, mais elles composent malheureusement une histoire qui n'est pas la bonne. Patrick avait pourtant tenté de la prévenir à sa manière. Il lui avait demandé de lui faire confiance sans pouvoir lui offrir la moindre explication concrète. Cette demande apparaît maintenant presque cruelle aux yeux de Babette. Comment croire quelqu'un qui change de tenue, fréquente des lieux inconnus, disparaît derrière des rendez-vous secrets et semble même utiliser une identité différente? Pour Patrick, le danger véritable se trouve pourtant précisément dans cette possibilité d'être reconnu pour ce qu'il est. Tamara doit continuer à croire au personnage qu'il lui présente. Elle ne doit pas découvrir qu'il est Patrick Nebou, qu'une femme est venue le suivre et surtout que cette femme partage sa vie. La moindre association entre eux pourrait suffire à éveiller sa méfiance. Cette situation donne un sens particulièrement inquiétant à tout ce qui s'est produit depuis le début de la journée. Au réveil, Patrick craignait seulement que son couple ne se fissure sous le poids du secret. Quelques heures plus tard, Babette a involontairement franchi la frontière entre leur crise intime et l'opération clandestine de la DGSE. À cet instant, les deux dangers ne peuvent plus être séparés. Si Patrick protège correctement sa mission, il risque de confirmer aux yeux de Babette qu'il lui ment. S'il réagit comme un mari surpris de voir sa femme, il peut mettre en péril sa couverture devant Tamara. Son silence, qui constituait jusque-là sa protection, devient désormais une véritable prison. Babette, elle, reste profondément blessée par ce qu'elle croit découvrir. Sonia occupait jusqu'ici toute la place dans ses soupçons.
Elle s'était imaginé suivre son mari pour le surprendre avec elle et obtenir enfin cette preuve qu'il refusait de lui donner. Pourtant, elle tombe sur une inconnue, ce qui rend soudain la situation encore plus obscure. Cette nouvelle femme n'efface pas Sonia du tableau. Au contraire, elle agrandit encore la zone d'ombre entourant Patrick. Babette peut désormais se demander combien de choses lui échappent réellement. Son mari n'est peut-être pas seulement en train de lui cacher une relation, il semble évoluer dans un univers auquel elle n'a absolument plus accès. Dans le même temps, Steve doit lui aussi revoir ce qu'il croyait savoir d'une personne récemment entrée dans son quotidien. Les bulletins de salaire sont formels, Maxine s'appelle en réalité Marie Hildegarde. Cette découverte, faite presque par hasard grâce à Apolline, introduit immédiatement une question qui dépasse le simple choix d'un surnom. Le milieu d'origine indiqué par les documents trouble également Apolline. La jeune femme paraît venir d'un quartier riche, ce qui contraste avec l'image qu'elle renvoie aujourd'hui. Mais aucune réponse n'est encore apportée. Steve ne sait ni pourquoi elle se fait appeler Maxine ni pourquoi elle semble vouloir vivre à distance de ce que ses papiers racontent. Le mystère demeure donc entier. Il serait facile de transformer cette découverte en accusation, mais rien dans les documents ne permet encore d'affirmer que Marie Hildegarde cherche à nuire à qui que ce soit. Elle cache manifestement une partie de son passé, voilà tout ce que Steve peut réellement constater. Et cette incertitude suffit déjà à bouleverser son regard. Myrta, de son côté, avait senti avant tout le monde qu'un élément lui échappait. Lorsqu'elle avait surpris Maxine dans son bureau, elle avait immédiatement voulu protéger cet espace privé. La recherche d'un scanner expliquait son geste en apparence, mais la révélation de son identité différente rend désormais son attitude encore plus intrigante, même si aucun lien direct n'est établi. Pour Zoé et Aya, le problème est beaucoup plus concret. Leur scooter a disparu, mais sa trace demeure visible grâce à la puce de géolocalisation oubliée par Stanislas. L'ancien propriétaire se retrouve ainsi malgré lui au centre de la recherche. Ce petit dispositif, laissé dans le véhicule par négligence, devient leur meilleur espoir de retrouver ce qui leur a été volé. L'affaire rappelle aussi à Zoé combien une situation ordinaire peut basculer rapidement. Elle était partie à la plage avec Aya pour profiter d'une journée tranquille. Jawad les avait retenus seulement pour vérifier leurs casques et leurs gants, comme si le principal danger devait venir de la route. Quelques heures plus tard, elle se retrouve au commissariat. Pourtant, même cette mésaventure paraît presque légère face à ce qui se joue autour de Patrick. Dans le restaurant, Babette se rapproche d'une vérité qu'elle ne peut pas encore comprendre. Elle sait seulement que son mari lui cache quelque chose de considérable. Son erreur porte sur la nature de ce secret, mais son intuition concernant l'existence d'une double vie n'est finalement pas totalement fausse. Patrick mène effectivement une existence parallèle, mais elle n'a rien de sentimental. Il ne cherche pas à construire une histoire avec Sonia ou Tamara. Il se sert d'une couverture pour infiltrer un environnement dangereux, obéir aux instructions de la DGSE et remonter une piste liée à Sam Ferry. Seulement, aucune de ces réalités ne peut encore être dite à Babette. Le drame vient précisément de là. Les mensonges de Patrick ont une raison légitime, mais leurs conséquences émotionnelles sont parfaitement réelles. Babette souffre, doute et se sent trahie parce qu'elle ne dispose que des apparences. Patrick, lui, doit accepter de passer pour un mari coupable afin de conserver un rôle dont sa propre survie peut dépendre. À mesure que Babette observe Tamara, elle ne sait pas non plus qu'elle pourrait elle-même attirer l'attention de cette femme. Si Tamara remarque qu'une inconnue fixe Patrick avec autant d'intensité, elle peut chercher à comprendre qui elle est. Une simple curiosité deviendrait alors un risque direct pour toute l'opération et pour ceux que Patrick voulait précisément tenir à l'écart. C'est ainsi que la journée s'achève sur plusieurs identités qui vacillent. Maxine devient Marie Hildegarde aux yeux de Steve. Le scooter de Zoé reste traçable grâce à un détail oublié de son ancien propriétaire. Et surtout, Patrick Nebou semble presque disparaître derrière l'homme que Tamara croit rencontrer, alors que Babette vient justement de retrouver sa trace. Pour elle, la scène du centre nautique ressemble désormais à la confirmation de toutes ses peurs. Pour Patrick, elle représente au contraire la pire collision possible entre son devoir et sa vie privée. Il voulait empêcher sa famille d'approcher cette mission. Par un concours de circonstances, Babette se trouve maintenant au premier rang, sans savoir que découvrir la vérité pourrait être encore plus dangereux que continuer à se tromper.